Juge condamne injustement un père de famille à 25 ans de prison. Mais l'avocat avait d'autres plans. Tout commença un matin ordinaire dans la petite ville de Montlore, nichée au cœur d'une campagne tranquille, où la vie semblait se dérouler dans une douce lenteur. C'était le genre de ville où tout le monde se connaissait, où les portes restaient souvent ouvertes et où les enfants jouaient librement dans les rues. Les gens se saluaient dans les ruelles et les commerçants prenaient le temps de discuter avec leurs clients, en particulier le matin, quand la lumière douce de l'aube donnait une couleur presque magique à chaque coin de rue. Julien Dumas, un homme de 42 ans, vivait dans cette ville avec sa femme Claire et leurs 2 enfants, Louise et Victor. Ils formaient une famille modeste mais unie, un modèle de simplicité et de tranquillité. Julien était un homme de routine. Il se levait tôt, préparait un petit déjeuner pour sa famille avant de partir travailler. Il n'aspirait ni à la gloire ni à la richesse, mais à une vie honnête, où l'amour familial était la pierre angulaire de chaque jour. En tant que responsable dans une usine locale de fabrication de meubles, il avait un travail stable, dont il était fier. Il supervisait une équipe de 10 personnes, et bien qu'il n'ait pas été un homme d'affaires ambitieux, il était respecté de ses collègues pour son intégrité et sa capacité à gérer les situations avec calme et rigueur. Leur maison modeste, un petit pavillon à la périphérie de la ville, était décorée avec les souvenirs d'une vie simple mais pleine de tendresse. Le jardin, bien entretenu, symbolisait cette stabilité et ce confort qu'ils avaient construit ensemble au fil des années. Un matin, alors que le soleil venait juste de se lever et que la brume s'élevait au-dessus des champs, Julien quitta la maison comme à son habitude, serrant la main de Claire et embrassant ses enfants avant de prendre sa voiture pour se rendre à l'usine. Il n'aurait jamais pu imaginer que ce jour-là changerait à jamais le cours de sa vie. En rentrant de son travail, un sentiment de malaise l'envahit dès qu'il aperçut les voitures de police garées devant son domicile. Avant même qu'il ait pu comprendre ce qui se passait, un agent de la police locale, l'inspecteur Lefebvre, s'avança vers lui. Ce dernier, froid et distant, lui annonça qu'il était accusé d'agression violente sur un homme nommé Henri Lefebvre, un homme d'affaires influent d'une société voisine. Ce dernier, selon les rapports, avait prétendu avoir été attaqué violemment par Julien dans un parking après une dispute liée à un contrat commercial. Julien, déconcerté, tenta de protester. « Il doit y avoir une erreur, dit-il, le cœur battant. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. » Mais sa défense sembla glisser sur les policiers comme de l'eau sur des plumes. Ils ne cherchaient pas à l'écouter. Leur regard était déjà figé, convaincu par la version de l'agresseur. La police le mena au commissariat, où il fut interrogé pendant des heures sans avoir la possibilité de contacter un avocat. Les minutes se transformaient en heures alors qu'il se demandait s'il allait sortir vivant de cette situation. Les témoignages recueillis lors de l'enquête semblaient accabler Julien. Monsieur Lefebvre, dans son récit, parlait d'une attaque violente, d'un coup porté à la tête qu'il avait laissé avec plusieurs fractures. Mais ce qui interrogea Julien encore plus, ce fut le témoignage des témoins, des employés de monsieur Lefebvre, qui affirmèrent avoir vu Julien sortir précipitamment du parking après l'attaque. Chaque mot, chaque phrase semblait soigneusement construite pour le condamner. Bien qu'ils fussent tous proches de monsieur Lefebvre, ces témoins étaient jugés comme crédibles. La police, déjà biaisée par la stature de l'homme d'affaires, n'avait pas creusé plus loin. Julien tenta de s'expliquer. Il avait quitté le parking, certes, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Peut-être une altercation verbale avec monsieur Lefebvre, mais en aucun cas une agression. Pourtant, personne ne voulait entendre ses explications. L'enquête se tourna immédiatement contre lui, et plus le temps passait, plus le filet se resserrait autour de lui. Les preuves physiques étaient inexistantes. Aucun élément de son ADN n'avait été retrouvé sur les lieux, pas de traces de sang, rien. Mais la version de monsieur Lefebvre semblait se suffire à elle-même. La caméra de surveillance qui avait filmé la scène ne montrait qu'une image floue de quelqu'un qui ressemblait vaguement à Julien. Mais qui aurait pu contester le témoignage d'un homme aussi respecté que Lefebvre? Le lendemain, la ville de Montlore commença à se diviser. Les voisins de Julien, les commerçants, même certains de ses collègues de l'usine, commencèrent à murmurer. Comment un homme si tranquille pouvait-il faire une chose pareille, se demandait-il. La rumeur se propagea, et bien que certains soutinssent encore Julien, la majorité semblait croire les accusations. Les rapports de police et les témoignages, bien que douteux, étaient perçus comme des preuves solides par la communauté. Lorsque le procès débuta, Julien se retrouva face à un système juridique implacable. Maître Thomas Lemoine, son avocat, était un homme modeste,
connu pour son travail acharné mais aussi pour son manque d'expérience dans les affaires aussi complexes. En face de lui se trouvait maître Gérard Delacroix, un avocat de renom, spécialiste des procès criminels complexes et dont la réputation était bâtie sur sa capacité à manipuler les faits à son avantage. Delacroix était un homme imposant, son charisme et sa capacité à convaincre les juges étaient légendaires. Les premières heures du procès furent accablantes pour Julien. Les témoins s'étaient alignés contre lui, répétant leur version de l'incident avec une certitude glaçante. Le témoin principal, un employé de l'usine, affirma avoir vu Julien quitter précipitamment le parking. La caméra de sécurité, bien que floue, semblait montrer une silhouette qui lui ressemblait. Julien, défendu par un avocat qui manquait de ressources, se sentit impuissant. Le moine tenta de présenter des contre-arguments, mais son discours sembla perdu face à la puissance de l'accusation. L'absence d'alibi solide de Julien, combinée à la crédibilité de M. Lefebvre, ne laissait que peu de place à l'espoir. Le juge, M. Bernard Fouché, un homme âgé et réputé pour son intransigeance, rendit son verdict. L'accusé est coupable d'agression violente. La peine est de 25 ans de réclusion criminelle. Le coup de tonnerre résonna dans la salle. Julien, abasourdi, ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Comment une telle injustice était-elle possible? Il était innocent, il le savait, mais le système semblait lui avoir échappé. Et tandis que les portes du tribunal se refermaient derrière lui, il comprit que l'injustice ne faisait que commencer. Julien Dumas, une fois derrière les barreaux, se retrouva dans l'ombre d'un destin brisé. La prison n'était pas simplement un lieu de détention, mais un endroit où son esprit et son corps se retrouvaient chaque jour confrontés à l'immensité de son injustice. Les premiers mois furent les plus durs. Le bruit constant des grilles, les regards suspicieux des autres détenus, et la dureté de la routine, tout cela pesait lourdement sur lui. Les murs de la prison, froids et impitoyables, semblaient se resserrer autour de lui, réduisant chaque moment de liberté à un souvenir flou. La première chose qu'il remarqua lorsqu'il se retrouva dans cette cellule exiguë, c'était le silence. Un silence lourd et oppressant, qui n'était brisé que par les bruits des pas des gardiens et les murmures des autres prisonniers. C'était un silence où les heures s'étiraient, où l'espace semblait se dilater jusqu'à devenir suffocant. Julien, qui avait toujours mené une vie remplie de gestes simples et quotidiens, se retrouvait désormais plongé dans une réalité dont il ne reconnaissait plus les règles. Il ne recevait que des lettres sporadiques de Claire. Elle lui écrivait, en essayant de rester positive, mais chaque mot était lourd de tristesse, d'incertitude, de douleur. Les enfants, Louise et Victor, lui manquaient terriblement. Ils grandissaient sans leur père, et Julien savait, au fond de lui, que cette séparation laisserait des cicatrices invisibles. Claire se battait seule contre un système de justice aveugle, cherchant des réponses là où il semblait n'y en avoir aucune. La communauté de Montlore, autrefois si solidaire, se divisait elle aussi. Certains se tenaient à l'écart, croyant Julien coupable en raison de l'opinion publique, tandis que d'autres, plus proches de lui, faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour l'aider, sans grande espérance. Mais Julien n'abandonnait pas. Il savait qu'il était innocent. Il n'avait pas commis ce crime. Il n'avait pas frappé Henri Lefebvre. Dans sa cellule, il passait des heures à réfléchir, à revoir chaque détail de l'incident, cherchant une faille dans l'histoire qui l'avait piégé. Ses pensées se tournaient vers l'avocat qu'il avait défendu, Maître Lemoine, un homme qu'il avait toujours respecté. Mais même Lemoine semblait avoir été débordé par l'envergure du procès. Le combat semblait perdu d'avance. Pourtant, tout n'était pas perdu. Un soir, alors que le ciel nocturne plongeait la cour de la prison dans une obscurité presque totale, Julien se retrouva seul sur le banc, les bras croisés sur les genoux, les yeux fixant le sol. C'était une de ces soirées où l'on se perd dans ses pensées, où l'on cherche un sens à une vie qui semble vous échapper. Puis, une silhouette familière apparut dans l'ombre. C'était maître Thomas Lemoine, mais cette fois, quelque chose avait changé chez lui. Son pas était plus assuré, son regard plus concentré. Lemoine n'était plus le même homme fatigué et usé qu'il avait été lors du procès. Ses traits étaient marqués, mais son attitude trahissait une détermination nouvelle. Il s'avança vers Julien, un air grave mais porteur d'espoir sur le visage. « Julien, j'ai trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix remplie de conviction. « Je crois que nous avons été aveuglés par la surface des choses, mais j'ai découvert un détail crucial qui pourrait renverser l'affaire. » Julien, qui avait perdu presque tout espoir, sentit un frisson de surprise et d'espoir naître dans son cœur. Il se leva rapidement,
son regard se penchant sur son avocat comme si un souffle de vie venait de revenir dans son monde. Maître Lemoine, tout en s'asseyant sur le banc à côté de Julien, expliqua dans un souffle « J'ai mené ma propre enquête, après le procès. Grâce à quelques contacts dans la ville et des recherches plus approfondies, j'ai découvert que le fameux témoin oculaire, celui qui avait vu Julien sortir du parking après l'incident, est en réalité un ancien associé de M. Lefebvre. Un homme dont le passé est entaché de falsification de témoignages. Personne ne l'a vérifié, mais j'ai trouvé les preuves de ses antécédents. Ce témoin, sa version des faits, c'est du vent. » Julien écarquilla les yeux. Cela semblait trop beau pour être vrai. Mais le moine poursuivit, sa voix plus grave encore. De plus, la caméra de sécurité, elle a été manipulée. Un expert en technologie vidéo que j'ai contacté a pu analyser les images. Il a prouvé que l'image montrant Julien près du lieu de l'agression a été modifiée. Le montage est grossier, mais suffisant pour accuser un innocent. Un souffle de soulagement parcourut Julien, mais il n'osait encore y croire pleinement. Mais comment personne n'a vu ça? Le moine haussait les épaules, visiblement agacé par la lenteur du système judiciaire. C'était délibérément dissimulé, Julien. Ils n'ont pas voulu creuser plus loin. Lefebvre a toujours su manipuler les preuves et les témoins à sa guise. Mais il y a encore plus. Julien se pencha en avant, accrochait chaque mot de son avocat, prêt à tout entendre. J'ai découvert que Lefebvre lui-même, l'agressé, a un passé de violence. Il est un escroc, un manipulateur. Il a été impliqué dans plusieurs affaires de faux témoignages et de manipulation pour éliminer ses rivaux. Ce qu'il a fait, Julien, c'est qu'il a monté cette histoire pour se venger de toi, suite à un différend sur une affaire importante dans laquelle tu avais refusé de céder. Il voulait te faire porter le chapeau pour que tu disparaisses. Julien resta sans voix. Il avait été pris dans une toile d'araignée qu'il n'avait même pas vue se tisser autour de lui. La colère et le soulagement se mélangèrent dans son esprit. Pendant des mois, il avait cru que sa vie était finie. Mais là, devant lui, se tenait l'espoir d'une justice qui pourrait encore être rendue. Nous avons une chance, Julien. Une chance de tout changer, conclut le moine, la conviction dans la voix. Je vais rouvrir le dossier, réunir les preuves, et nous allons dénoncer la vérité. Nous allons montrer que ce que Lefebvre a fait est une fraude. Et tu seras libre. Un sourire naquit lentement sur les lèvres de Julien, un sourire hésitant, mais porteur d'espoir. Il savait que le chemin serait encore long, semé d'embûches et de luttes, mais il venait de retrouver quelque chose qu'il croyait perdu, la lumière. Le combat juridique qui suivit la réouverture de l'affaire fut d'une intensité rare. Maître Thomas Lemoine, armé des nouvelles preuves et nourri par une détermination farouche, se lança dans une bataille sans merci. Dès le début, l'atmosphère était différente. Lemoine, qui avait toujours été un avocat discret et réservé, se tenait désormais avec une assurance nouvelle, une lueur de défi dans les yeux. Il savait que cette fois-ci, il ne s'agissait plus simplement de défendre un homme, mais de mettre à jour une vérité qui avait été enterrée par des manipulations et des mensonges. L'audience en appel fut un choc pour tous les présents. Le tribunal, d'abord une arène silencieuse, se remplissait peu à peu de cette tension palpable qui précède l'affrontement décisif. Maître Delacroix, l'avocat de la partie adverse, un homme réputé pour sa capacité à manipuler les foules et à user de la ruse dans ses plaidoiries, semblait imperturbable au début. Mais dès que Maître Lemoine présenta ses nouvelles preuves, l'ambiance changea. Lemoine parla avec une clarté et une force rarement vues dans cette salle de justice. Il n'était plus l'homme fatigué qu'on avait vu lors du premier procès. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec l'écho de la vérité, et chaque pièce de preuve qu'il dévoilait semblait rendre plus évidente l'injustice dont Julien avait été victime. Il décrivit le témoignage truqué, les images manipulées de la caméra de sécurité, et le passé trouble de M. Lefebvre, l'agresseur présumé. Chaque élément semblait accabler davantage l'accusation, et Maître Delacroix, pourtant réputé pour sa maîtrise des procès, ne savait comment contrer les révélations accablantes de Lemoine. Tentant désespérément de garder le contrôle de la situation, Delacroix chercha à discréditer les nouvelles preuves. Il s'attaqua à la crédibilité des témoins présentés par Lemoine et tenta de faire passer l'expertise technologique qui avait prouvé la manipulation des images comme étant trop incertaine. Mais les faits étaient clairs. Lemoine avait démontré que l'accusation contre Julien était une construction sans fondement, un tissu de mensonges soigneusement tissé par M. Lefebvre pour se venger d'un différend d'affaires. Le juge Fouché, initialement celui qui avait prononcé la condamnation de Julien,
semblait accablé par l'ampleur de la vérité qui se révélait devant lui. Son visage, marqué par des années de décisions difficiles, se tordait sous la pression. Il savait que rendre une nouvelle décision après tant de temps serait un geste fort. Après une délibération longue et tendue, où chaque mot semblait peser plus lourd que le précédent, le juge annonça finalement son verdict. En raison des éléments nouveaux apportés par la défense, et après une réévaluation minutieuse des preuves, la condamnation de Julien Dumas est annulée. En outre, M. Lefebvre est arrêté sous accusation de faux témoignages et falsification de preuves. Le silence qui suivit cette annonce était lourd, presque irréel. C'était une victoire éclatante, mais le bruit de cette victoire semblait se perdre dans l'air d'une salle trop longtemps saturée d'injustice. Julien, qui attendait anxieusement la fin de cette interminable audience, sentit un immense soulagement le traverser. Il n'avait pas rêvé. Il était enfin libre. À sa sortie de la prison, les portes de l'établissement se refermant derrière lui pour la dernière fois, Julien retrouva enfin sa famille. Claire, les larmes aux yeux, l'étreignit si fort qu'il sentit la chaleur de ses bras comme une bénédiction. Louise et Victor, qui avaient grandi sans lui, se précipitèrent vers lui, une vague de bonheur pur éclatant dans leurs yeux. Mais même dans ce moment de joie, Julien savait que les cicatrices laissées par ces années de privation et de souffrance ne disparaîtraient jamais entièrement. Le retour à la normalité ne serait pas immédiat. Les jours suivants, Julien dut faire face à des regards curieux, parfois même inquisiteurs, de la part de ceux qui, pendant si longtemps, l'avaient cru coupable. Pourtant, il se sentait différent. Il n'était plus un homme brisé, accablé par l'injustice. Il était un homme qui, malgré tout, avait retrouvé sa dignité et sa liberté. Mais il n'oubliait pas. Il savait que si le système judiciaire avait failli une fois, il pouvait faillir à nouveau. Il était conscient qu'il n'avait eu de chance que d'avoir un avocat comme Maître Lemoine. Quant à ce dernier, sa réputation sortit grandie de cette victoire. Les rumeurs sur son audace et sa détermination circulèrent rapidement dans les milieux juridiques. Il devint une figure emblématique du combat pour la justice, un avocat dont le nom était désormais synonyme d'intégrité et de vérité. Pourtant, Maître Lemoine restait humble. Pour lui, ce n'était pas la gloire qu'il recherchait. C'était simplement la vérité. Et cette victoire, bien que douce, ne signifiait pas la fin de son combat. Loin de là. Ce n'était pas facile, mais ce fut nécessaire, se dit-il souvent, pensant aux nombreuses autres injustices qu'il avait croisées dans sa carrière. Il savait que ce n'était qu'un début, que d'autres batailles l'attendaient. Mais pour l'heure, il se permettait un moment de calme, savourant la victoire de Julien, et celle de la justice. En fin de compte, bien que Julien Dumas fût libéré, il resta marqué, non seulement par le système qui l'avait emprisonné, mais aussi par l'amour et la fidélité de sa famille. Ils avaient traversé l'enfer ensemble, et ce n'était pas le temps ni la souffrance qui les sépareraient. Mais ce que Julien savait par-dessus tout, c'était que la vérité et l'amour, comme deux forces implacables, avaient triomphé.